Ma fille, Emma, a déboulé par la porte d'entrée à 16h47, ses petites mains agrippant un jouet en plastique déjà cassé en deux. La tête de la licorne rose pendait, retenue par un mince morceau de matériau bon marché, et des larmes coulaient sur son visage de 7 ans. Maman, sanglota-t-elle en se jetant dans mes bras. Tonton Julien a dit que je ne méritais pas de belles choses. Je la serrai fort contre moi, sentant son petit corps trembler. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? À l'anniversaire de la cousine Mélissa, Octa Emma, tonton Julien a offert à Mélissa cette immense maison de poupées avec de vraies lumières et tout. J'ai dit qu'elle était jolie et il a ri. Il a dit que les enfants pauvres comme moi devraient s'estimer heureux avec des jouets de bazar. Puis il m'a donné ça. Elle leva la licorne cassée. Elle s'est cassée quand je l'ai ouverte. Mon frère, Julien, bien sûr. Il avait ajouté, tu es trop fier pour demander de l'aide à la famille. Emma continua en s'essuyant le nez. Il a dit qu'on vit dans un tout petit appartement parce que tu fais de mauvais choix. Mélissa a ri aussi. Elle a dit que son papa à elle, il a réussi, et que la tienne, c'est juste. Juste. Juste quoi, mon bébé? Personne d'important. De nouvelles larmes se mirent à couler. On est vraiment pauvre, maman? C'est pour ça que je ne peux pas avoir de belles choses? Je pris une profonde inspiration, gardant ma voix stable. Emma, va te laver le visage et choisis un film. On en reparlera plus tard, d'accord? Elle hocha la tête et se traîna jusqu'à la salle de bain. J'entendis l'eau couler tandis que je sortais mon téléphone et ouvrais l'application dictaphone. J'avais commencé à enregistrer dès qu'Emma était entrée. Chaque mot était capturé. Je m'assis à la table de ma cuisine et passai 2 appels. Le premier fut pour Maître Dubois, mon avocat d'affaires. Maître, c'est Sophie Lefebvre. J'ai besoin que vous prépariez des documents pour demain matin. Divulgation complète de la structure de l'actionnariat. Oui, le groupe automobile. L'ensemble des 43 concessions. Oh, j'ai fini d'attendre. Envoyez tout à la concession de Julien avant 9h. Le second appel fut pour Catherine Lambert, ma directrice des opérations. Catherine, j'ai besoin de vous à la concession phare demain à 8h30. Amenez tout le conseil d'administration. Il est temps que Julien apprenne qui signe vraiment ses fiches de paie. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai relu les documents d'acquisition d'il y a 6 ans, lorsque j'avais racheté le groupe automobile en difficulté qui incluait la précieuse concession de voitures de luxe de Julien. Il en était alors le directeur général, maintenant à peine l'endroit à flot avec ses goûts de luxe et ses mauvaises décisions commerciales. J'avais acheté toute la chaîne via ma société d'investissement, tout restructuré, et maintenu Julien à son poste. Il pensait avoir été promu propriétaire gérant grâce à une sorte de remaniement d'entreprise. Il n'avait aucune idée que sa petite sœur, celle qui avait gâché ses études en faisant du caritatif, était propriétaire de chaque centimètre carré de son showroom. Le lendemain matin, je déposai Emma à l'école de bonne heure et me rendis à la concession. Catherine était déjà là, debout sur le parking avec 5 membres du conseil d'administration. Maître Dubois arriva quelques instants plus tard, portant un porte-document en cuir épais. Tout est prêt, dit-il à voix basse. J'ai aussi préparé les documents de licenciement si vous décidez d'aller jusque-là. Voyons d'abord comment la matinée se déroule, répondis-je. Nous sommes entrés dans le showroom étincelant à 8h43 précise. Julien était dans son bureau vitré, les pieds sur sa table, riant au téléphone. À travers la vitre, je pouvais voir le costume coûteux, la montre de créateur, l'inclinaison arrogante de sa tête. Il avait toujours été comme ça. En grandissant, Julien était l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Quand j'ai été admise à HEC, mes parents l'ont à peine remarqué. Quand Julien a péniblement obtenu son BTS, ils lui ont organisé une fête. Quand j'ai lancé ma société d'investissement à 25 ans, mon père a trouvé ça mignon. Quand Julien a obtenu son premier poste de vendeur, mon père lui a acheté une BMW. La réceptionniste de la concession, une jeune femme nommée Amélie, leva les yeux nerveusement. « Je peux vous aider ? » « Nous sommes ici pour voir Monsieur Lefebvre, » dit Catherine d'un ton suave. « Il nous attend. » C'était un mensonge, mais Amélie ne le savait pas.
Elle appuya sur l'interphone. Monsieur Lefebvre, il y a des gens qui demandent à vous voir. Julien jeta un coup d'œil à travers la vitre, et je vis le moment exact où il me reconnut. Son expression passa de la confusion à l'irritation. Il mit fin à son appel et sortit de son bureau. Sophie, qu'est-ce que tu fiches ici? Il regarda les membres du conseil. Qui sont ces gens? Julien Lefebvre. Maître Dubois s'avança. Je suis Maître Dubois, conseiller juridique pour le groupe d'investissement Horizon. Voici les membres du conseil d'administration. Nous devons vous parler immédiatement. Le visage de Julien s'empourpra. Je n'ai pas de temps à perdre avec votre baratin commercial. Je suis le propriétaire de cette concession et je ne rencontre pas des groupes d'investissement au hasard. Vous ne possédez pas cette concession, dit calmement Catherine. Vous ne l'avez jamais possédée. Mais de quoi diable est-ce que vous parlez? La voix de Julien monta. Plusieurs vendeurs se tournèrent pour regarder. Je possède cet endroit depuis 6 ans. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Maître Dubois ouvrit son porte-documents. Monsieur Lefebvre. En 2019, Lefebvre Moteurs de Luxe et 42 autres concessions automobiles ont été acquises par le groupe d'investissement Horizon dans le cadre d'un rachat par endettement totalisant près de 800 millions d'euros. Vous avez été maintenu en tant que directeur général, pas propriétaire. Votre rémunération comprenait un salaire de base plus des primes de performance, que vous avez reçues régulièrement. Le visage de Julien devint blême. C'est de la folie. Je saurais si je n'étais pas le propriétaire de ma propre entreprise. Vous avez signé tous les papiers, dit Catherine. Elle sortit un document. Voici votre contrat de travail. Page 7, section 3, il est clairement stipulé que votre rôle est celui de directeur général, relevant du groupe propriétaire. Je regardais les mains de Julien trembler alors qu'il prenait le papier. Ses yeux parcoururent la page et je vis le moment exact où la réalité le frappa. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Qui possède le groupe d'investissement Horizon? C'est moi, dis-je doucement. Le showroom devint complètement silencieux. Même les mécaniciens au fond de l'atelier avaient cessé de travailler. Julien me dévisagea. Toi? C'est impossible. Tu travailles pour une association. Tu vis dans un petit appartement. Tu conduis une vieille Peugeot. Je vis dans un appartement bien situé dans Paris parce que je préfère la vie urbaine, dis-je. Je conduis une voiture fiable parce que je n'ai rien à compenser. Et je dirige le groupe d'investissement Horizon, qui possède 43 concessions à travers la France, générant environ 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'un des vendeurs halta. La bouche d'Amélie s'ouvrit en grand. Tu mens, dit Julien, mais sa voix se brisa. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi ne me l'aurais-tu pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Mon ton resta neutre. Pour que tu puisses me demander de l'argent? Pour que tu te sentes en droit de profiter de mon succès, comme tu t'es senti en droit de tout avoir dans ta vie. Maître Dubois sortit un autre document. Monsieur Lefebvre, nous sommes également ici pour aborder un problème grave de comportement professionnel. Hier, lors d'une réunion de famille, vous avez tenu des propos désobligeants à l'encontre d'une enfant de 7 ans sur sa situation socio-économique et lui avez offert un cadeau délibérément inférieur pour l'humilier. C'était ma nièce, balbutia Julien. C'est une affaire de famille, pas de travail. Vous avez utilisé votre position dans cette concession comme preuve de votre supériorité, dit Catherine. Vous avez dit à cet enfant que sa mère faisait de mauvais choix tout en sous-entendant que votre succès venait de votre mérite. Cela crée un environnement hostile pour la véritable propriétaire de cette entreprise, et cela nuit à nos valeurs d'entreprise. Julien regarda autour de lui, affolé. Tout le personnel observait maintenant. Son image si soigneusement construite s'effondrait en temps réel. Je veux que tu comprennes quelque chose, dis-je en m'approchant. Emma est rentrée hier en serrant un jouet cassé, pleurant parce que son oncle lui avait dit qu'elle ne méritait pas de belles choses. Elle m'a demandé si nous étions pauvres. Elle m'a demandé si je faisais de mauvais choix. Et tu sais quel a été le pire? Julien ne répondit pas, elle s'est excusée de ne pas être assez bien. Ma fille de 7 ans s'est excusée de décevoir sa famille parce que tu lui as donné le sentiment d'être sans valeur.
Sophie, je ne voulais pas, tu as offert à Mélissa une maison de poupée à 300 €. J'ai vu le ticket de caisse quand tu as sorti ce jouet minable. Tu as délibérément humilié ma fille pour te sentir supérieure. Maître Dubois se racla la gorge. Monsieur Lefebvre, le conseil a examiné vos performances au cours des 6 dernières années. Bien que les chiffres de vente aient été corrects, votre style de management a entraîné un taux de rotation du personnel de 42%, bien plus élevé que dans nos autres concessions. Nous avons également découvert plusieurs irrégularités dans vos notes de frais. Le visage de Julien passa du blanc au rouge. Quelles irrégularités? Catherine sortit une tablette. Rien que l'année dernière, vous avez déclaré plus de 180 000 € d'achats personnels, vêtements de marque, bijoux pour votre femme, les frais de scolarité de votre fille dans son école privée, des abonnements à des clubs. Le tout déclaré comme des frais de développement commercial. C'est la norme, protesta Julien. Je dois avoir l'air de réussir pour vendre à des clients fortunés. D'autres directeurs généraux atteignent des chiffres de vente plus élevés sans note de frais frauduleuses, dit Maître Dubois. Nous sommes prêts à engager des poursuites judiciaires pour les fonds détournés. Je regardais le monde de mon frère s'effondrer. Toute la bravade, toute la supériorité s'évanouir alors qu'il réalisait qu'il avait construit toute son identité sur des fondations qu'il n'avait jamais possédées. S'il te plaît, dit finalement Julien. Sophie. S'il te plaît, je suis désolé pour Emma. Je vais m'excuser. Je lui achèterai quelque chose de bien. Ne fais pas ça. Lui acheter quelque chose de bien avec quel argent, demandai-je. Ton salaire? Celui que je te verse depuis 6 ans? Le téléphone d'Amélie sonna à la réception, mais elle l'ignora, trop absorbée par la scène. Je vais arranger ça, dit Julien désespérément. Je vais changer. Je serai meilleur. Tu as eu 7 ans pour être meilleur, dis-je. 7 ans pour être un oncle décent. Au lieu de ça, tu as fait pleurer ma fille parce que ça te donnait l'impression d'être puissant. Maître Dubois tendit un dernier document à Julien. Voici votre lettre de licenciement. Avec effet immédiat. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider vos affaires personnelles. La sécurité vous escortera hors des locaux. Tu ne peux pas faire ça, dit faiblement Julien. Et ma famille? Et ma réputation? Vous auriez dû y penser avant de faire pleurer une enfant pour un jouet, dit froidement Catherine. Nous avons déjà trouvé votre remplaçant. Elle commence lundi. Julien me regarda une dernière fois. Papa et maman ne te le pardonneront jamais. Papa et maman ne possèdent pas 43 concessions automobiles, dis-je. Et ce ne sont pas eux qui ont fait pleurer Emma. C'est toi. 2 agents de sécurité apparurent de l'arrière-boutique. Maître Dubois les avait appelés avant notre arrivée. Ils se placèrent de chaque côté de Julien, professionnels et impassibles. Monsieur Lefebvre, veuillez nous suivre, dit l'un d'eux. Je regardais mon frère traverser le showroom qu'il pensait posséder, passer devant les vendeurs qu'il avait traités comme un roi, devant les voitures de luxe qu'il avait vendues pour se sentir important. Les portes vitrées se refermèrent derrière lui, et il disparut. Catherine se tourna vers le personnel. Tout le monde, veuillez vous rassembler pour une brève annonce. Les 23 employés se regroupèrent nerveusement dans le showroom. Ils semblaient terrifiés, se demandant probablement s'ils allaient tous être licenciés. Je suis Catherine Lambert, directrice des opérations du groupe d'investissement Horizon, dit-elle clairement. Voici votre propriétaire, Sophie Lefebvre. Certains d'entre vous pensaient peut-être que Julien Lefebvre était le propriétaire de cette concession. Ce n'était pas le cas. Il était le directeur général, et à compter d'aujourd'hui, il ne travaille plus ici. Vos emplois sont garantis. Vos salaires et avantages sociaux restent inchangés. Un nouveau directeur général commencera lundi et rencontrera chacun d'entre vous individuellement. Des questions? Un vendeur plus âgé au fond leva la main. Madame, est-il vrai que vous possédez les 43 concessions? Oui, dis-je. Et vous êtes la sœur de Julien? Celle dont il disait toujours qu'elle travaillait dans le caritatif. Je dirige également une fondation caritative, reconnus-je. La Fondation Horizon. Nous avons financé le nouvel hôpital pour enfants en centre-ville.
Nous gérons aussi le programme de bourse qui a permis à 2000 étudiants défavorisés d'aller à l'université. Le même vendeur qui avait posé la question sur ma propriété reprit la parole. Julien nous disait que vous gâchiez votre vie avec des œuvres de charité. Il disait que vous étiez incapable de garder un vrai travail. Julien disait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, répondis-je. Je suis sûr que vous aurez tout le temps de digérer cela. Pour l'instant, veuillez retourner au travail. Vos structures de commission restent les mêmes, et vous recevrez le crédit complet pour toutes les ventes en cours. Le personnel se dispersa lentement, des chuchotements remplissant le showroom. Amélie s'approcha avec hésitation. Madame Lefebvre, je voulais juste dire que c'était vraiment difficile de travailler pour Julien. Il nous faisait sentir petits. Je suis contente que vous soyez là. Je lui souris. Merci, Amélie. Cela me touche beaucoup. Maître Dubois, Catherine et moi sommes sortis. Sur le parking, je pouvais voir Julien assis dans sa Mercedes, la tête entre les mains. La voiture qu'il avait louée via le compte de l'entreprise. La voiture qui, techniquement, m'appartenait. Que voulez-vous faire pour le véhicule ? Demanda Maître Dubois en suivant mon regard. Laissez-la lui jusqu'à la fin du mois, dis-je. Donnez-lui le temps de prendre d'autres dispositions. Vous êtes généreuse, nota Catherine. Je suis pragmatique. Je ne veux pas qu'Emma entende que j'ai laissé son oncle sur le carreau. Quand elle sera plus grande, elle pourra connaître toute l'histoire. Pour l'instant, elle a juste besoin de savoir que les actions ont des conséquences. Je suis rentrée à mon appartement, le même dans lequel je vivais depuis 8 ans. Il était petit, mais il était dans un super quartier pour les écoles, et Emma adorait le parc de l'autre côté de la rue. Je n'avais pas besoin d'un hôtel particulier pour prouver ma valeur. Ce soir-là, Emma et moi étions assises ensemble sur le canapé. Je lui avais acheté un vrai jouet de licorne, un de haute qualité qui coûtait 40 € au lieu de 2. Mais plus important encore, j'avais passé l'après-midi à chercher des pédopsychiatres spécialisés dans les dynamiques familiales. Maman, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, demanda Emma. Tu as l'air différente. J'ai eu une conversation difficile avec tonton Julien, dis-je prudemment. Parfois, les adultes doivent avoir des discussions difficiles quand le comportement de quelqu'un n'est pas gentil. À cause de ce qu'il m'a dit ? Oui, mon cœur. Ce qu'il a dit n'était pas bien. Tu mérites d'être traité avec respect, et moi aussi. Personne n'a le droit de te faire te sentir mal dans ta peau. Emma serra sa nouvelle licorne dans ses bras. De toute façon, je préfère celle-là. Je sais, mon bébé. Mon téléphone vibra. Un texto de ma mère. Julien a appelé. Il est très contrarié. Que as-tu fait ? Je n'ai pas répondu. Elle l'apprendrait bien assez tôt. Ils l'apprendraient tous. Demain, j'avais une réunion du conseil de la fondation. La semaine prochaine, les rapports de résultats trimestriels. Le mois suivant, nous lancions la construction d'une nouvelle concession à Bordeaux. Mais ce soir, j'étais juste une maman, assise avec sa fille, à regarder un film sur des animaux qui parlent en mangeant du pop-corn. Emma s'endormit contre mon épaule vers 20h30. Je la portai jusqu'à son lit, la border et l'embrasser sur le front. Tu mérites tout ce qu'il y a de bien dans ce monde, murmurai-je. Et plus jamais personne ne te fera douter de ça. Le matin, je devrais faire face aux retombées. Mes parents appelleraient pour exiger des explications. Julien engagerait probablement un avocat. La presse de l'industrie automobile aurait des questions sur le changement de direction. Mais Emma se réveillerait en sachant que sa mère l'avait protégée. Et ça valait plus que 43 concessions, plus que 2,3 milliards de chiffre d'affaires, plus que tout l'argent du monde ne pourrait jamais mesurer. J'avais bâti un empire en silence, non pas pour la reconnaissance, mais pour la sécurité, pour l'avenir d'Emma, pour la liberté de vivre ma vie selon mes propres termes, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Julien avait passé des années à construire une image de succès sur une autorité d'emprunt. J'avais passé des années à construire un succès réel tout en laissant tout le monde me sous-estimer. Au final, une seule de ces stratégies était viable, et une seule d'entre nous rentrait à la maison retrouver une fille qui savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle méritait le monde entier.